Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Actualité oblige, nous allons bien sûr parler aujourd'hui des résultats des élections législatives françaises et surtout de leur impact sur l'économie de la France, sur l'avenir de la France au sens large, l'avenir de notre quotidien, l'avenir de notre consommation, l'avenir de notre épargne également, parce que ne nous leurrons pas. Aujourd'hui, donc, on a une assemblée sans majorité absolue, avec donc un risque de blocage de notre économie, de notre système politique, de notre société finalement, et donc une question se pose. Est-ce que la France de 2022 ne va pas devenir la Grèce de 2012 avec une crise économique, une crise financière et peut-être, dans le pire des cas, le risque de faillite, bien entendu. Nous n'en sommes pas là, mais il faut se poser la question. C'est vrai que nous avons des inquiétudes, on doit répondre à ces interrogations, bien sûr avec des graphiques réalisés sans trucage, en toute indépendance, sans parti pris, juste parce que c'est notre devoir de vous dire ce qui va effectivement nous arriver demain. Alors premier graphique, en fait, c'est simplement la répartition de l'Assemblée nationale extrêmement morcelée. Donc je vous rappelle, 577 députés, une majorité absolue de 289 députés, et là, donc, personne n'a la majorité absolue, aucun parti, aucun groupe, finalement. Donc ensemble, le parti du président Macron, 245 députés, il en manque donc 44 pour avoir une majorité, ça qui est évidemment énorme, ce qui peut bien entendu bloquer l'économie française, et surtout le système politique. On devait justement faire des réformes, sauter le pouvoir d'achat, réformer la retraite. Évidemment, tout ça, ça paraît très très loin maintenant parce qu'on n'aura pas de majorité. Alors, il y a déjà eu un cas, en fait, où l'Assemblée n'avait pas de majorité absolue, juste une majorité relative. C'était il y a quelques années, enfin il y a même assez longtemps, en 1988. Voilà, à l'époque, c'était donc le deuxième mandat de François Mitterrand. Il a voulu jouer l'ouverture et finalement, il n'avait pas eu la majorité absolue, mais néanmoins, il avait, regardez bien, 275 députés contre une majorité à 289. Donc ça veut dire qu'il ne suffisait que de trouver finalement 14 députés pour faire des alliances, pour essayer de faire passer des lois. C'est d'ailleurs ce qui a fonctionné pendant 5 ans. Il y a quand même eu, comme on le voit ici, 39-49-3. Ça veut dire où globalement, on a mis en cause finalement le gouvernement et plusieurs gouvernements, bien sûr, Rocard, Cresson, Bérégovoy. Donc à chaque fois, il y a eu, je dirais, des tensions assez graves et donc ça a été très compliqué. Mais il manquait que 14 députés. Là, il en manque 44 pour avoir une majorité absolue. Donc ça va être extrêmement compliqué de faire au jour le jour des manœuvres politiques, de politique policienne, des accords. Alors évidemment, on peut toujours rêver, mais néanmoins, ça paraît extrêmement difficile. Ça veut dire qu'il y aura peut-être d'autres élections législatives dans les 6 prochains mois. On va certainement laisser passer l'été, voir comment vont passer les premières tentatives de réforme. Et c'est vrai qu'on a une sorte d'économie et de système politique français qui est un petit peu sclérosé, un petit peu bloqué. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Alors évidemment, on dit que c'est une surprise. En fait, à moitié, j'ai envie de dire, cette surprise, bien entendu, parce que on vous l'avait évoqué ici même il y a quelques semaines déjà, eh bien on a vu un phénomène assez incroyable, c'est que la confiance des ménages, malgré l'élection, la réélection d'Emmanuel Macron, avait continué de baisser. C'est vrai que quand on regarde historiquement, à chaque fois qu'on a une élection présidentielle, au lendemain de cette élection, on a un petit boom de confiance. Ça, c'est l'indice INSEE de confiance des ménages. Donc on le voit ici, Chirac 1, par exemple, un petit boom de confiance juste après l'élection. Même Chirac 2, un boom de confiance. Sarkozy également, la confiance a augmenté. Même François Hollande, avec la confiance augmentée. Après, elle a évidemment beaucoup baissé, comme ici après Sarkozy, mais néanmoins, on avait une augmentation pendant 1 ou 2 mois. Macron 1 également, une nette augmentation. Ensuite, ça n'a pas duré longtemps, mais néanmoins, on avait une augmentation de la confiance des ménages. Et là, c'est vrai qu'il fallait se poser des questions. C'est qu'on avait de nouveau non seulement pas de hausse, mais surtout la poursuite de la baisse de la confiance des ménages au cours donc, du mois de mai. Ce qui veut donc bien dire qu'on avait une situation où les Français étaient à la fois inquiets, étaient méfiants, et malheureusement, on a cette situation aujourd'hui, on a une assemblée complètement morcelée. Alors je ne dis pas qu'il fallait voter Macron ou pas, mais on voit bien qu'on a aujourd'hui le résultat finalement de cette France morcelée, divisée, inquiétée. Et donc ce qui bloque bien entendu notre économie, ce qui bloque également la croissance, parce que ça le problème, quand il n'y a pas de confiance, on voit ici c'est l'indicateur de confiance des ménages, la courbe bleue, la courbe rouge, c'est la consommation des ménages. Donc quand la confiance des ménages baisse, et bien voilà, la courbe rouge, la consommation des ménages qui a déjà baissé pendant 5 mois consécutifs, va continuer de baisser. Donc ce qui se passe aujourd'hui d'un point de vue politique, ça a également des impacts économiques, parce qu'on fige la société, il y a beaucoup d'inquiétudes, et donc les ménages restent très inquiets et baissent leurs dépenses de consommation, sans parler bien sûr de l'inflation, on va y revenir, mais si d'ailleurs on regarde les chiffres
du premier trimestre donc, du PIB français. Ils ont été révisés à la baisse. Vous voyez qu'on a moins 0,2%, donc 0,2% de baisse du PIB français, évidemment hors inflation, et surtout regardez la consommation des ménages sur un trimestre, moins 1,5%. Donc l'investissement des entreprises résiste plus ou moins, mais ça reste extrêmement faible. Et puis parallèlement, on a un petit peu d'augmentation des exportations, qui là aussi ne va pas durer. Donc ce qui veut dire que pour le deuxième trimestre, on risque d'avoir un deuxième trimestre consécutif de baisse du PIB, et donc 2 trimestres consécutifs de baisse du PIB, ça s'appelle une récession. Donc la France est bien aujourd'hui en danger de récession, et évidemment, ces élections ne vont pas arranger les choses, puisqu'on a une situation de blocage globalement du système politique et également de l'économie. Sur ce, et évidemment, on a cessé de le rappeler, eh bien l'inflation ne cesse de battre des records, 5,2%, on la voit ici, un sommet depuis septembre 1985. Si on regarde les normes Eurostat, on est à 5,8%, et les indicateurs avancés de l'inflation, ce qu'on appelle donc les prix à la production, ici c'est la courbe bleue, on est à 25% d'augmentation en glissement annuel, ce qui veut dire que la courbe rouge va suivre la courbe bleue, on pourrait atteindre très vite 8% d'inflation. Donc ça veut dire qu'on a à la fois une crise économique, ce qu'on appelle une stagflation, donc stagnation économique, inflation élevée, le chômage commence à un petit peu augmenter, et en plus blocage politique, c'est évidemment extrêmement dangereux, d'autant que, nous l'oublions pas, nous avons une dette publique énorme, et c'est là où la France va commencer à ressembler à la Grèce. Voilà les chiffres, évidemment, on sera bientôt à 120% de dette publique par rapport au PIB. Et par exemple, en 1980, on avait 20% de dette publique. Vous voyez, en 88, on avait un niveau de l'ordre de 35% de dette publique. Donc on pouvait encore, entre guillemets, faire des erreurs ou des bêtises. Là, maintenant, ça commence à devenir extrêmement compliqué. Et puis, bien sûr, en bleu, ce sont les déficits publics. Le dernier excédent public remonte à 1974. Ce qui est fou, c'est que malgré tout ça, malgré cette gabegie de dépenses publiques, on est à plus de 60% du PIB. Et bien, malgré tout cela, 120% de dette publique, ça n'a pas suffi, ça n'a finalement rien arrangé. On a une situation politique assez dangereuse avec, parallèlement, je l'avais montré ce graphique il y a déjà quelques temps, on a cette explosion effectivement de la dette publique, c'est la courbe rouge ici, la courbe bleue c'est le PIB, et donc vous voyez que depuis 2020, la dette publique dépasse largement le PIB français en valeur. On a donc 330 milliards d'euros d'excédent entre guillemets de la dette par rapport au PIB, ce qui devient extrêmement dangereux. Vous voyez qu'on le voit ici, au cours du dernier quinquennat, la dette publique a augmenté de 541 milliards d'euros, le PIB n'a augmenté que de 205 milliards d'euros, c'est même pas du simple au double. Donc on se rend bien compte la difficulté. Dernièrement, vous voyez 440 milliards d'augmentation de la dette publique, et seulement 44 milliards d'augmentation du PIB avec l'inflation. Donc ça veut dire que tout ça montre que si on continue évidemment à augmenter cette dette publique, ça va générer, une catastrophe, notamment sur les taux d'intérêt, parce que ne l'oublions pas, c'est là où aussi on ressemble à la Grèce. Vous voyez, ça c'est la répartition de la dette publique française. 52% de notre dette publique est détenue par des non-résidents. Donc c'est évidemment, ils n'ont pas confiance dans la France, ils vont avoir tendance à la quitter. Alors, jusqu'à présent, ça ne s'est pas vu, parce que c'est la Banque Centrale Européenne qui a acheté cette dette publique française, comme d'ailleurs de l'ensemble des pays européens. On va en parler tout de suite. Donc on a eu cette anomalie où, malgré l'augmentation de la dette publique, c'est ici la courbe rouge, donc en France, les taux d'intérêt ont continué de baisser. Vous voyez que même on avait des taux d'intérêt négatifs, mais ça y est, on en avait parlé déjà il y a quelques semaines, la fête est finie, j'ai envie de dire, les taux d'intérêt explosent à la hausse. On a touché donc 2,4% d'augmentation. Vous voyez que l'écart se resserre, c'est-à-dire que finalement, la hausse des taux d'intérêt est tout à fait logique. Alors que, ne l'oublions pas, la planche à billets de la Banque Centrale Européenne ne s'est toujours pas terminée. Elle continue, cette Banque Centrale Européenne, à acheter de la dette publique, donc à alimenter l'inflation. Ça, on n'en parle pas, bien entendu, mais on se rend bien compte que quand elle va arrêter, les taux d'intérêt vont encore plus augmenter. Et c'est là où, si nous ne sommes pas crédibles, si la France est en crise politique, alors là, on peut ressembler évidemment à la Grèce. Alors, on va pas aller jusque-là, certainement pas, mais c'est vrai que quand on avait la crise grecque, vous voyez qu'on avait à peu près 170% de dette publique, ça c'est la dette grecque, donc par rapport au PIB, c'est la courbe rouge, et les taux d'intérêt grecs à 10 ans, la courbe bleue, on était monté à 35% effectivement de taux d'intérêt à 10 ans, sous Tsipras on est monté à 20%, là on voit qu'on remonte, on est monté même à 4,7% la semaine dernière, ce qui a obligé la Banque Centrale Européenne à intervenir. Alors justement, où nous en sommes aujourd'hui en France? Eh bien voilà, nous sommes déjà sur le krach obligataire assez dramatique, on le voit, 2,4%, on a atteint ce niveau-là la semaine dernière. Là, au moment où nous parlons, nous sommes à 2,34%. C'est quasiment le même niveau. Un sommet depuis janvier 2014. Vous voyez cette augmentation vertigineuse
alors qu'encore une fois, la Banque centrale européenne essaye de calmer le jeu en achetant cette dette. Donc c'est dire ce qui va se passer lorsqu'elle va arrêter. Si on regarde sur longue période, eh bien voilà, on l'évoquait la semaine dernière, ce n'était pas encore le plus grave crack depuis 1994, eh bien ça y est, c'est fait. Vous voyez que de janvier 2021 à juin 2022, le taux d'intérêt à 10 ans de la dette publique française a augmenté de 2,8 points. Il est passé de moins 0,4 à plus de 4, donc ça veut dire 2,8 points d'écart. Pour retrouver un écart aussi élevé, une flambée aussi forte, il faut remonter, vous voyez, au crack de 1994, un crack qui avait évidemment fait couler beaucoup d'encre, qui avait généré une quasi-récession. Donc on se rend bien compte aujourd'hui qu'on a une situation extrêmement dangereuse pour l'économie française. Alors bien sûr, la semaine dernière, la Banque centrale européenne s'est réunie en urgence en disant « Non mais vous inquiétez pas, je vais réagir, je vais acheter la dette publique, notamment pour les pays en difficulté. » Alors bien sûr, ça concernait d'abord le taux grec et la dette italienne. Donc là, on voit le taux d'intérêt à 10 ans grec, on est monté à 4,7. Là, on est revenu vers les 4%. La dette italienne, on est monté à 4,2. Là aussi, on revient vers 3,8. Donc la BCE a dépensé des milliards pour acheter cette dette publique, mais ça n'a pas servi à grand-chose. Les taux d'intérêt sont restés extrêmement élevés. Et ça va également se produire pour la France, puisqu'on le voit aujourd'hui avec ces élections. Alors pour l'instant, les marchés ne se rendent pas vraiment compte, parce que j'en discutais aujourd'hui avec beaucoup d'opérateurs de marché, finalement, ils ne voient pas trop la crise politique, parce que ils ne sont pas dans les détails, effectivement, dans les subtilités de la politique française, mais néanmoins, dès qu'on va comprendre qu'on ne peut pas passer la moindre réforme, que l'économie française et la politique française est bloquée, voilà, la société française est bloquée, avec également, si on voit certains députés qui ont promis de mettre le chahut à l'Assemblée, ça va faire des images qui vont inquiéter les investisseurs étrangers. Là, évidemment, ça va être une autre paire de manches, les taux d'intérêt vont encore plus augmenter, les marchés boursiers risquent également de baisser, notamment sur le CAC 40. Donc attention, soyons extrêmement prudents, la crise est là, elle ne fait que commencer. Et c'est là que arrive évidemment ce fameux discours, on nous dit mais ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas la Grèce. La France est un pays riche, on a des actifs, l'État français a des actifs. Et donc c'est intéressant de dire ça parce qu'il faut justement regarder ce qu'on appelle l'actif net. C'est quoi l'actif net? C'est qu'en fait vous comparez l'ensemble des actifs de l'État français par rapport à son passif, c'est-à-dire notamment à sa dette, à ses engagements. Donc par exemple, si on prend une entreprise, lorsque l'actif net est négatif, ça veut dire que la dette est supérieure aux actifs, ça veut dire que même si on vend tous les actifs, on ne rembourse pas la dette, on considère que l'entreprise est en faillite potentielle, voire effective très rapidement. Eh bien, est-ce que c'est le cas pour la France ou pas? Parce qu'on nous dit oui, la France est très riche, l'État français est très riche. Attention, ça va vous surprendre. Des graphiques qu'on n'a certainement jamais vus ou très peu dans notre douce France. Voici l'actif net de l'État français, uniquement l'État. Et regardez bien, il est négatif depuis 1995. Vous voyez, à l'époque, il y avait 200 milliards d'euros déjà d'écart entre l'actif de l'État français et le passif, c'est-à-dire sa dette. Donc la dette dépassait de 200 milliards l'actif de l'État français, et ça s'est évidemment aggravé. Aujourd'hui, vous voyez, on est à quasiment 1900 milliards d'euros d'écart, donc d'actifs nets négatifs. Alors ça, c'est l'État. Il est vrai que si on regarde toutes les administrations publiques, c'est-à-dire les collectivités locales, l'ensemble des biens qui sont détenus par toute la puissance publique française, là pour l'instant c'est encore positif. Mais attention, ça va également vous surprendre. Donc là on voit effectivement l'état de l'actif net de tout ce qu'on appelle les APU, ça veut dire administration publique française au total, donc l'État, collectivités locales, sociales, etc. Tout ce qu'elles détiennent, il y a évidemment des terrains, des routes et autres. Enfin, il y a un actif assez riche, bien entendu. Alors, on voit que des fois ça augmente, c'est quand effectivement les marchés boursiers ont tendance à augmenter, on revalorise ce que détient l'État, donc en termes d'actions, par exemple, ou d'entreprises qui sont donc survalorisées. Donc parfois ça va mieux. Et puis là, depuis 2007, ça n'a cessé de s'effondrer. Et aujourd'hui, regardez bien, alors ça c'est les chiffres de l'INSEE, bien entendu, tout à fait officiels. On s'arrête à 2020 pour l'instant. Il y a un écart, vous voyez, c'est positif, mais autour des 190 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'actif total de toute la puissance publique française ne dépasse la dette que de l'ordre de 190 milliards d'euros. Mais pour 2021 et 2022, ce sont des estimations. Eh bien voilà, l'actif net va devenir négatif, à peu près moins 10 à moins 15 milliards d'euros. Ça veut dire que ça y est, l'ensemble de la puissance publique française, même si on vend tout, la Joconde, etc., tous les châteaux et autres, eh bien on ne rembourse pas la dette publique. Ça veut dire que l'État français, au total, la puissance publique française, au total, est déjà en situation de faillite. Donc si évidemment, en plus de cela, il y a un blocage politique de la France, eh bien à ce moment-là, on comprend bien que nous sommes en train de plonger, un petit peu comme la Grèce en 2012. Évidemment, en 2012, on a sauvé la Grèce. Qui a sauvé la Grèce? Nous, la France, l'Allemagne, etc. Que nous, demain, si on plonge, qui va nous sauver? La dette, c'était 350 milliards d'euros de dette. On est à 3000 milliards d'euros de dette.
Qui va nous sauver? Voilà, c'est la grande question. Donc c'est clair que mon anticipation, même si je ne suis pas un politologue, mais je suis obligé de suivre bien sûr ce qui se passe d'un point de vue politique, ça veut dire qu'on va très vite devoir faire, je dirais, refaire des élections législatives certainement, et puis attention, parce que si jamais l'État n'est plus crédible et peut plus se financer, il va également être très tenté de ponctionner évidemment encore et encore notre épargne, d'augmenter encore l'imposition sur notre épargne et le patrimoine. C'est d'ailleurs une recommandation du FMI qui date de quelques trimestres, et donc ça évidemment l'État français lorgne notre épargne avec envie. Donc il faut être extrêmement prudent, je vous tiendrai au courant. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a une situation qui est très inquiétante sur l'économie française, et sur la politique française, et sur la société française. Espérons donc qu'on va reprendre le taureau par les cornes, qu'on va pouvoir redémarrer, je ne sais pas trop comment, pas tout de suite, certainement dans les peut-être 6 à 8 prochains mois avec d'autres élections, parce que les Français vont comprendre qu'on a besoin aujourd'hui de prendre les bonnes mesures, de moderniser l'économie française. Je serai toujours là, effectivement, pour vous le dire, essayez de le mettre en pratique. En tout cas, merci beaucoup pour votre fidélité. Portez-vous bien, c'est vrai, ne sombrons pas, hein, les crises sont toujours des phases d'opportunité. On va espérer qu'on sortira de par le haut également de cette crise. C'est tout le mal qu'on peut nous souhaiter. Merci beaucoup, bonne continuation et à très bientôt.